like there's no tomorrow. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Et j'espère aussi que vous allez me donner votre temps et votre attention. Alors, on va commencer dans cette vidéo par la première leçon de la première unité qui s'intitule « Les réactions chimiques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique ». Et on va commencer dans cette première partie par la mise en évidence des différents types de dégradation de cette matière organique qui s'appelle communément le catabolisme. Ils sont de deux types. Et il y a des réactions qu'on appelle déshydrogénation et des réactions qu'on appelle décarboxylation. On va commencer donc par les réactions de déshydrogénation et je vais vous proposer un protocole expérimental qui vise à mettre en évidence ces réactions. Comme vous le voyez à ma droite, c'est le début de ce protocole expérimental et dans lequel on a pris 3 tubes à essai, bien fermés bien sûr, raccordés à un cathéter mené par un petit robinet pour l'introduction d'oxygène. Dans le premier tube à essai, on a mis une solution de bleu de méthylène. Ce bleu de méthylène, on va en parler par la suite. Alors, dans le deuxième tube à essai, on a mis en plus de bleu de méthylène un tissu hépatique de cellules mortes, Nasij Kebidi. Alors, dans le troisième, on a mis la même solution de bleu de méthylène, mais on a ajouté un tissu hépatique de cellules fraîches et donc vivantes. Alors, les 3 tubes à essai sont placés dans un, comme vous le voyez, dans un bain-marie à 37 degrés pour assurer les mêmes conditions dans lesquelles se trouvent les cellules dans le corps. Vous savez, le corps elle est à 37 degrés Celsius. Alors maintenant, revenons à notre bleu de méthylène, qui est un indicateur révélateur de la présence de l'hydrogène sous forme de H+, c'est-à-dire le cation H+. Vous savez que l'hydrogène, c'est l'élément le plus simple dans la table périodique. Un noyau d'hydrogène sans électrons. Et vous savez, le noyau de l'hydrogène, il contient un proton. Et pour cela, à partir de maintenant, H+, pour nous, c'est-à-dire un proton. Et alors, lorsque je dis H+, c'est la même chose lorsque je dis le proton. Alors, en absence de H+, le bleu de méthylène, il prend une couleur bleue. Mais en présence de H+, c'est-à-dire lorsqu'il est réduit par H+, il devient incolore, c'est-à-dire transparent, comme de l'eau. Alors maintenant, je vais vous laisser donc voir le résultat obtenu et répondre à 2 questions que vous allez donc voir au-dessous de ce schéma. Alors, la première question, qu'appelle-t-on le tube à essai numéro 1 et quel pourrait être son rôle dans ce protocole expérimental? Deuxième question, que déduisez-vous de l'analyse des résultats obtenus à la fin de l'expérience? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous laisser maintenant une petite minute. Vous allez mettre pause à la vidéo et vous allez donc réfléchir un petit peu à ces 2 questions et on va revenir après, Inch'Allah. Maintenant, étant donné que vous avez pensé, vous avez réfléchi à ces 2 questions, pour la première question, le tube à essai numéro 1, on l'appelle le témoin, c'est-à-dire shahid ala tajriba.
Et son rôle, le témoin, il est toujours utilisé ici, dans notre cas, c'est pour s'assurer qu'il n'y a aucun autre facteur qui intervient dans le changement de la coloration de bleu de méthylène autre que le tissu cellulaire. Et maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est, on va commencer d'abord par analyser les résultats obtenus. Alors, comme vous le voyez, il n'y a aucun changement de coloration de bleu de méthylène, ni dans le tube à essai numéro 1, ni dans le tube à essai numéro 2. Mais si vous remarquez bien qu'autour du tissu vivant dans le tube à essai numéro 3, on constate que le bleu de méthylène devient incolore et forme une sorte de halo autour de ces cellules. Elle va devenir transparente. Ceci montre que les cellules vivantes, elles sont capables de libérer de l'hydrogène sous forme de H+. Au contraire des cellules mortes qui sont incapables de faire ça. Et on sait que l'hydrogène est un élément qui fait partie de la composition chimique de la matière organique. Alors, à partir de ces deux constatations, on peut en déduire que les cellules vivantes, elles sont capables de dégrader la matière organique en lui arrachant de l'hydrogène et de le libérer sous forme de H+ et d'électrons. Ce type de réaction qu'on a mis en évidence ici dans cette expérience, on va l'appeler à partir de maintenant une déshydrogénation. Et on peut l'écrire de manière très simplifiée sous forme de cette réaction qui est très simple. Et MH2, M ici ça fait référence à un métabolite organique. Et on a mis donc M en relation avec H2 parce que la matière organique, elle contient de l'hydrogène. Alors, vous allez voir donc, MH2, elle va libérer l'hydrogène, elle va devenir M plus 2 protons et 2 électrons, c'est-à-dire 2H plus 2 électrons. Mais cette réaction d'arrachement ne sera pas possible qu'en présence d'un récepteur de ces 2 protons et de ces 2 électrons, qu'on va appeler maintenant R. R pour faire référence à un récepteur. Alors, regardez donc, R, elle va recevoir les 2 protons et les 2 électrons et elle va devenir RH2. Et donc, la réaction globale, elle va devenir donc MH2 plus R qui va nous donner M plus RH2. Dans les cellules, bien sûr que ces récepteurs de protons et d'électrons, ils sont de 2 types, soit NAD+, soit FAD. Et tous les deux, ce sont des coenzymes et qui interviennent dans ces réactions en tant que receveurs de protons et d'électrons. Et on les appelle les transporteurs de protons et d'électrons. Il faut noter que cette déshydrogénation, elle ne serait possible dans le corps à une température de 37 degrés que grâce à un catalyseur qui est une sorte de protéine appelée enzyme. Et elle est spécifique à cette réaction. Et elle tire son nom du nom de la réaction elle-même. C'est pour cela que cette enzyme, elle va être appelée déshydrogénase. ASE pour enzyme et déshydrogénase pour le nom de la réaction qui est la déshydrogénation. Alors, ce type de réaction, elle est qualifiée d'oxydoréduction. Alors, bien sûr, les élèves, au début de l'année, lorsqu'on aborde avec eux les réactions d'oxydoréduction, ils ne se rappellent pas de ces réactions. C'est pour cela qu'on va ouvrir une petite parenthèse pour expliquer ça veut dire quoi une réaction
d'oxydoréduction. Alors, en général, une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction au cours de laquelle il va y avoir échange d'électrons entre deux espèces chimiques. Supposons par exemple A et B. Quand ils vont se rencontrer, alors si A va se transformer en A-, ça veut dire qu'il a reçu un électron de B. Et en l'occurrence, B, elle va se transformer en B+. On dit qu'il y a échange d'électrons entre A et B. Alors, celui qui va recevoir l'électron, elle est appelé oxydant. Et dans notre cas, c'est A. Et celui qui va donner ou bien céder l'électron, elle est appelé réducteur. Donc, en général, un oxydant, c'est celui qui arrache ou bien qui reçoit l'électron. Et le réducteur, c'est celui qui donne ou cède l'électron. Puisque donc, au cours de la déshydrogénation, s'effectue un échange d'électrons entre la matière organique et le receveur d'électrons, alors la déshydrogénation, elle est qualifiée de réaction d'oxydoréduction. Alors maintenant, on va passer donc à un autre type de réaction de dégradation de la matière organique qui s'appelle la décarboxylation. Et on va le mettre en évidence par une expérience que je vais vous proposer. Alors, au cours de leur alimentation, on présente à des souris un repas riche en matière organique, mais elle est marquée par un isotope C14 qui est radioactif. Après un certain temps, on observe que le CO2 dégagé lors de la respiration de ces souris devient radioactif. De cette expérience, on en déduit que l'origine du CO2 marqué ou bien radioactif dégagé lors de cette respiration provient de la matière organique qui a été consommée ou bien ingérée par les souris. Et cela montre quoi? Cela montre que les cellules dans le corps de ces souris, elles dégradent la matière organique en lui arrachant un CO2. Ces réactions, elles sont appelées décarboxylation. Et elles aussi, elles sont catalysées par une enzyme qui s'appelle décarboxylase. ASE pour enzyme et décarboxy pour l'arrachement du carbone accompagné par l'oxygène. Et d'ailleurs, l'arrachement du carbone, elle se fait toujours sous forme de CO2. Conclusion, dans les cellules vivantes se déroulent des réactions chimiques qui entraînent la dégradation de la matière organique et qu'on appelle catabolisme, et qui sont de deux types. D'abord, l'arrachement de l'hydrogène qui s'appelle déshydrogénation, et elle est catalysée par une enzyme spécifique appelée déshydrogénase. Et l'arrachement du carbone associé à l'oxygène sous forme de CO2 est catalysé par des enzymes spécifiques appelées décarboxylase. Cette dégradation de la matière organique, bien sûr, elle produit de CO2 et de H2O et libère de l'énergie sous forme d'ATP. Alors, je vais m'arrêter et je vais donc vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle on va traiter les voies de dégradation de la matière organique et aussi les étapes de dégradation dans chaque voie. Et merci pour votre attention. Surtout, n'oubliez pas, avant de quitter, de marquer votre passage par un j'aime et par un commentaire. Et je pense que vous êtes déjà abonné. Et si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à le faire parce que vous allez nous encourager à faire beaucoup d'efforts pour les autres vidéos.